gosse à casquette dit à son ami à lunettes. Eh, tu sais, j'ai un Dracofeu première édition originale. L'ami à lunettes lui dit. Non, je te crois pas, t'es un mytho, toi. Normalement, la suite logique est que le gosse à casquette va lui montrer sa carte, ce qui mettra fin au doute. Mais imaginez qu'à la place, le gosse à casquette lui réponde. Comment tu crois pas à l'existence de ma carte? Mais d'abord, qui te dit que le monde physique lui-même il existe? À ce moment-là, le gosse à casquette passerait immédiatement pour un colossal mytho. Alors que si ça se trouve, il s'est juste fait avoir, ou il a juste très envie de croire lui-même qu'il possède vraiment cette carte. Après tout, il serait tellement difficile d'admettre qu'il a dépensé autant d'argent pour une vulgaire contrefaçon. Bref, la réponse du gosse à casquette qui remet en doute jusqu'à la réalité du monde physique pour ne pas avoir à remettre en question l'existence de sa carte rare, il faut l'avouer, c'est un peu naze. C'est nul. Mais c'est nul. Bon, allez, je te laisse. Mais c'est pourtant ce qu'il se passe à chaque fois que vous invoquez la métaphysique pour répondre à un problème pragmatique. Générique. Qu'est-ce qui existe? Quand on questionne le net à la recherche de ça veut dire quoi exister, on tombe généralement sur de la métaphysique, de la philosophie. Alors le fait de se triturer la nouille sur le cogito de Descartes, c'est pas vraiment l'objectif de cette vidéo. Si vous souhaitez tout relativiser et en arriver à la conclusion qu'au fond du fond des choses, le Rubik's Cube, Dieu, ma conscience, les licornes, etc., tout ça se vaut, c'est la même chose, on ne peut rien affirmer comme existant, alors bon, ne soyons pas arrogants et acceptons que tout est potentiellement vrai, dans le doute, restons agnostiques de tout. Tout ça, vous le prenez, vous le mettez en boule, vous le foutez dans un narguilé, vous tirez dessus une bonne latte, mais genre profondément comme si c'était votre seule source d'oxygène, et vous vous barrez. Vous vous barrez maintenant, hein? Ça vous a pas suffi ce matin? Cassez-vous, putain, je vous défonce! Ici, on est entre adultes. On est entre personnes qui n'ont pas décidé de se la jouer ces petits pyrrhoniens, en courant vers des falaises à poil et en chantonnant qu'au fond, rien ne prouve de façon absolue que ces falaises existent. Nous, on va essayer de rester pragmatique, et la personne pragmatique n'a pas besoin de certitude absolue de tout ce qu'elle considère comme vrai. On a un seuil au-delà duquel, c'est bon, on a assez d'éléments au dossier pour tolérer l'existence d'un phénomène. Quand je vais voir ma boulangère et que j'achète mon pain, Je suis retourné voir la boulangère. je pars du principe, excusez-moi, hein, je sais, ça c'est mon côté fifou, hein, que ma boulangère n'est pas un hologramme. À Paris! Que mon cerveau n'est pas dans un bocal. Oui, je sais, c'est un peu barré, hein, il faut savoir que je consomme un maximum de kiri au petit matin et ça me monte à la tête. Ce ne sont pas là des certitudes absolues, mais des certitudes largement suffisantes. C'est suffisant pour travailler, c'est fonctionnel. En plus, d'un point de vue pragmatique, même si ma boulangère était en fait le fruit d'une technologie inconnue, Technologie à induction, ça. qui imite à la perfection l'effet de chacun de ses atomes, en créant ainsi une parfaite illusion de boulangère avec un système nerveux de boulangère, des muscles de boulangère, des os de boulangère et une horrible manie de dire « et avec ceci », eh bien ça ne ferait aucune différence. Fondamentalement, cette illusion de boulangère, eh ben ça serait pas une illusion, ça serait une boulangère. La technologie inconnue a purement et simplement généré une boulangère. Ça n'a rien à voir, on sent bien que la boulangère à la machine, c'est pas devenu une vraie boulangère authentique. Ça, c'est typiquement le genre de sentiment que le bon pragmatique ne peut pas accepter. Si entre la boulangère originelle et la boulangère générée par la machine, même au niveau subatomique, rien ne permet de différencier l'une de l'autre, jusqu'à l'âge simulé de ses artères, jusqu'aux cicatrices de sa peau, eh bien je ne peux pas affirmer que l'un est plus réel que l'autre. Pour un pragmatique, votre sensation de fausse vraie boulangère versus la boulangère vraiment vraie, c'est ça qui est une illusion. Cette sensation n'est rien. Elle ne rend compte d'aucun effet ni ne nous informe aucunement sur le réel. Bon, de toute façon, le réel, c'est fini, hein, ça n'existe plus. Hein. En d'autres termes, cette distinction d'essence que vous entendez faire existe uniquement dans votre tête.
En d'autres termes, cette distinction n'existe pas. Et c'est là qu'on en vient au sujet principal de la vidéo. Ah, j'ai bien bossé sur ce coup-là. Je suis content. Je suis content. Le sujet qui est dans le titre. Qu'est-ce qui existe? Alors pose-moi ce livre de philo, on va foutre sur le côté les dizaines de milliers de pages sur les différentes définitions possibles pour se concentrer sur la définition fonctionnelle et pratique de la science. Attention, petit disclaimer qui sert à rien. Ici, je donne une version extrêmement simplifiée et non détaillée de ce qui existe en science. C'est loin d'être un consensus précis et applicable à tout simplement parce que les seuils d'acceptation varient en fonction des domaines. Le seuil du CERN pour déterminer l'existence de quelque chose en physique des particules n'est pas le même que celui de l'Oxford Center of Evidence-Based Medicine pour déterminer l'efficacité d'un cacheton. Vous pouvez toujours rejeter en bloc la définition globale que j'en fais si ça vous chante. Je n'essaye pas de vous imposer ma définition, j'essaye de vous convaincre que j'en ai bien une, et qu'elle est fonctionnelle. Que quand je l'applique, je suis capable de dissocier la fiction du réel avec une efficacité qui me satisfait assez bien. Vous pouvez me proposer une autre définition, mais si en l'utilisant, on arrive à la conclusion qu'au final rien n'existe, ou au contraire que ça valide l'existence de Dieu, mais également d'autres machins complètement barrés, ce seront des définitions qui ne m'intéresseront tout simplement pas, car je veux avant tout obtenir un cadre pratique, pragmatique et fonctionnel. Je ne rejetterai pas votre définition parce qu'elle permet à Dieu d'exister, je la rejetterai à cause du fait que cette définition n'est tout simplement pas exploitable. Prenons ces quelques questions. Dois-je me soigner avec ce médicament? Autrement dit, existe-t-il un effet concret du traitement sur telle ou telle maladie? Ou encore, dois-je traverser la route maintenant? Autrement dit, existe-t-il sur la route des voitures qui vont passer à toute vitesse et qui risquent de me faucher la bidoche? C'est de cette existence-là dont on parle. On va essayer de rester simple. Alors tenez-vous bien, je vais vous donner la définition qui, à mes yeux, est la seule qui soit utile pour prendre ces décisions pratiques. On considère que quelque chose en particulier existe lorsque cette chose a un effet mesurable sur son environnement. En gros, ça c'est ma réalité. Si un machin qu'on va appeler X existe, selon cette définition, alors X doit traverser ma réalité d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Tant qu'il ne l'aura pas fait, pourquoi j'en parle à la base en fait? Les chats, les chiens, les arbres, les bandes dessinées de Picsou, Emmanuel Macron, etc. Ils ont traversé ma réalité. Traverse la rue, je vous en trouve. Ils ont fait bouger des petits électrons, etc., jusqu'à ce que moi je puisse les constater. Après, bien sûr, c'est pas parce qu'une chose n'a pas, à ma connaissance, traversé ma réalité qu'elle n'existe pas. Mais en l'état, tant que la traversée n'a pas eu lieu, pourquoi j'en parle? Comme ça Eh oh Le fait que j'en parle, ça a bien été causé par quelque chose, non? Et si jamais ça a été causé juste par mon imagination ou par les élucubrations de quelqu'un qui a prétendu savoir et qui m'en a parlé, je n'ai aucune raison de prétendre que ça existe. Car, par définition, le fait qu'on en parle à la base ne provient pas de la traversée de cette chose dans ma réalité. Ça provient d'autres choses. Traditions, légendes, belles histoires, Hollywood, faribole, fadaise, foutaise, ch'touillotte, bilvesée, baliverne. Candidat suivant. Ah, c'est à moi. Shalom, Habibi, shalom. Alors, Monsieur Dieu, c'est ça? Oui, alors c'est Dieu, Allah, Yahvé, Hachem, ou Deus, alias le D pour les intimes. Vous postulez pour le poste de truc qui existe? Alors, j'ai bien reçu votre CV. Vous m'avez fait traduire dans toutes les langues qui existent. C'est plutôt bien, hein, parce que pour moi, l'hébreu ancien, c'est de l'hébreu. Oui, alors la traduction, c'est pour aider. Faudrait voir à pas idolâtrer les mots, sinon on va mal partir. Alors, je vois qu'en expérience professionnelle, vous avez marqué concepteur parfait de l'univers. Ah, alors ça, c'est le truc dont je suis pas peu fier. Alors laissez-moi vous dire, c'est moi qui ai personnellement supervisé les étoiles, le cosmos, les planètes. Les ornithorynques. Non, parce que moi, j'ai lu concepteur parfait. J'essaye juste de comprendre, monsieur. Vous avez aussi fait les injustices, les guerres, les cancers, les catastrophes naturelles, les maladies génétiques. Non, attends, Habibi, attends, ça je peux t'expliquer. Écoutez, ici au bureau de la réalité, on cherche pas de la transcendance, on cherche de la transparence. Alors, soit vous avez un peu menti sur le CV et on retire la notion de parfait à côté de concepteur,
Soit, on se le dit franchement entre nous, c'est pas vous qui êtes sur le projet. Hein. Ah non, mais c'est moi qui ai conçu les grandes lignes, hein, les règles cosmiques. Après, pour le reste, j'ai délégué à la sélection naturelle, à tout ça, donc c'est pas parfait. Forcément, il y a des bugs, mais c'est voulu comme ça. Hein. C'est une question de DA, de direction artistique. Qui êtes-vous pour juger la DA du Deus? Du coup, j'imagine que si je vous demande votre plus grand défaut, vous allez pas me répondre que vous êtes perfectionniste. Ah ça non, je suis parfait, pas perfectionniste. Nuance. Sinon, vous avez créé la Terre il y a moins 4,5 milliards d'années. Et ensuite, j'ai plus rien jusqu'à il y a moins 1800 ans. Pas ce trou dans votre CV. Ah non, mais ça c'est parce que j'avais besoin de prendre une période sabbatique après tout ce boulot. Sabbatique, vous voulez dire? Ah non, non, sabbatique, hein. Faut savoir que moi j'ai vraiment rien branlé. Puis c'est bien, ça a permis à l'humanité de se ressourcer. Pour se ressourcer avec le déluge? Non, parce que j'ai lu votre CV, moi, et alors, on peut vous reconnaître une certaine honnêteté vis-à-vis des horreurs que vous avez pu commettre. Je suis d'accord avec vous. C'est une qualité de reconnaître ses erreurs. D'ailleurs, je me suis repenti pour ça. Et puis, il y a prescription. Bon alors, je suis retenu pour le poste ou pas? Vous savez, je vais être franc avec vous, au vu de ce que vous me proposez à l'heure d'aujourd'hui, je vois franchement aucune forme d'existence pour vous. Après, je pourrais facilement vous trouver un emploi dans l'existence, hein. Il suffirait que vous traversiez la réalité et moi je peux vous trouver un job dans l'existence, mais vous traversez la réalité. Ah ouais, non mais ça, moi je peux pas faire, moi je fais pas ça. Après, j'envoie des CV, mais j'ai pas de réponse. C'est dommage, c'est dommage. À la limite, je peux vous trouver un job en tant que concept fédérateur. C'est un bullshit job, hein, mais... Bon bah, s'il y a que ça, je prends. Candidat suivant. Alors, pose ton clavier parce que je vais maintenant répondre aux 2 grandes critiques qui seront faites sur ma conception de ce qui existe. D'ailleurs, si vous voyez ces critiques précises en commentaire, n'hésitez pas à nommer le spécimen que vous venez de découvrir. Il s'agit d'un animal appelé le Homo commentarius surdicus. Sa particularité est de commenter très vite sans écouter la vidéo. C'est son mécanisme de survie cognitive, mécanisme qui diffère un peu de l'espèce Anguilla muta subjecta dont on avait parlé dans une autre vidéo. Premièrement, considérer ce qui existe de cette façon binaire serait problématique et ne rendrait pas compte du réel. Le bon sens le plus élémentaire nous permettrait de dire qu'il serait arrogant de penser que les choses qui existent se cantonnent à l'univers observable. Ça voudrait dire que ce que je ne peux pas mesurer n'existe pas? Ce serait absurde. Gardez ça de côté, on va y revenir. Deuxièmement, on va m'amener l'argument que certaines observations ont été faites à tout hasard de l'existence de Dieu. On va parler de Dieu, la science, l'épreuve, un livre qu'on a mis 3 ans à écrire avec Michel-Yves Bolloré. Et on espère qu'on vous convaincra qu'il y a beaucoup de raisons de croire en Dieu. Non, c'est bien. Non, j'essaie de vous trouver des passages sympas qui pourraient vous donner envie de le lire. C'est perdu dans un paquet d'autres conneries, du coup, c'est pas évident. On va m'amener tout plein de phénomènes qui attestent l'existence de Dieu et donc on en déduit que je devrais, en tant que pragmatique, considérer que Dieu existe selon ma propre définition de l'existence. Alors, tu viens? Où ça? Mais enfin, La synagogue. bien sûr. Voici le Teshuva Express. Alors allons-y. Pour commencer, permettez-moi de préciser un peu ma définition qui possède des bords un peu plus flous que ce que j'ai laissé comprendre. Oui, je considère comme existant uniquement ce qui traverse ma réalité. Et c'est déjà beaucoup, hein. Par exemple, je considère que le positron existe. Alors très grossièrement, un positron c'est un genre d'anti-électron. Dans notre contexte physique actuel, ça vit à peu près 1 milliardième de seconde. Parce que quand ça rencontre un électron, ça s'annule. Et comme il y a des électrons partout, eh bien ça nous laisse une fenêtre extrêmement infime pour pouvoir l'observer. Et pourtant, des experts parviennent à l'observer et à le mesurer. Voilà, ce tout petit truc-là, ce soubresaut de hockey subatomique, cette virgule de la physique, eh ben c'est suffisant pour moi. Ça a traversé ma réalité. Maintenant, je vais élargir un tout petit peu les horizons.
Ça, c'est l'univers observable. Il contient tout ce que je considère comme existant. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ce qui est au-delà n'existe pas. Mais au-delà de l'observable, on entre dans l'hypothétique. Avant d'aller plus loin, notez qu'on n'est pas obligé de se tenir au sommet de la science pour constater cette distinction conceptuelle. Votre collègue de boulot, là, Jean-Michel Cohen, 27 ans, les yeux verts. Mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen. Eh bien lui, il fait partie des existants concrets pour vous. Vous le connaissez, vous savez qu'il existe. Mais vous savez également qu'il existe une boîte équivalente à la vôtre dans un autre pays, mettons en Italie. Et dans cette boîte, vous ne savez pas qui y travaille, mais c'est certain qu'il existe des gens comme vous qui y travaillent et qui, eux, parlent italien. What are you doing? Holding a pistol. Mamma mia, Marcello, that's not how you hold a pistol. What do you mean? This is how you hold a pistol. Alberto, come look at Marcello. Mamma mia! Peut-être même qu'il y en a un qui s'appelle Enzo, Esteban ou même Tristan. On ne sait pas tant qu'on les a pas vus. On ne sait pas. Et pourtant, on imagine à peu près leurs caractéristiques. On sait qu'ils existent. Mais en ce qui concerne les détails, on est dans le domaine de l'hypothétique. Vous pourrez me dire, il y a forcément une femme qui s'appelle Maria dans cette boîte. C'est le prénom féminin le plus donné en Italie. Et là, je vous dirais, très probable. J'en ai pas la preuve formelle, mais oui, il est très raisonnable de supposer qu'il y ait une Maria qui travaille dans cette boîte. Un autre pourrait avancer. Je suis certain qu'il doit également y avoir un certain Haruka Kobayashi. Alors là, je serais un peu plus nuancé. Ok, on sait que t'aimes bien le Japon, et c'est absolument pas impossible, hein. Mais là, je vois pas pourquoi j'irais supposer l'existence d'un Haruka Kobayashi dans une boîte quelconque en Italie. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, hein, mais il me faudrait juste une bonne raison. Et si vous me dites, il doit aussi y avoir un chimpanzé en costard pour amuser les équipes, là, je vous dirais d'aller vous faire cuire un œuf d'autruche. Revenons aux frontières de l'univers observable. Et appliquons cette grille de lecture. Si au-delà de l'univers observable, vous suspectez des choses probables que l'on arrive à prédire soit par l'observation de choses connues, soit par extrapolation mathématique, en gros des choses pas directement observées, mais dont on a une bonne raison de suspecter l'existence, eh bien je vous dirais que je considère qu'il est certain qu'il existe au-delà des frontières de l'univers observable, d'autres galaxies, d'autres planètes, etc., etc. L'univers qui nous entoure est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. Ah oui. Même si celles-ci n'ont pas encore traversé notre réalité. Je peux même affirmer sans trop m'avancer qu'il existe certainement des choses qui ne ressemblent à rien de ce qu'on a déjà observé, et dont on ignore encore l'existence. Mais justement, je ne peux pas vous dire lesquelles, ni vous décrire ces choses. Je sais juste que ça arrive. Depuis des centaines d'années, ça arrive que les scientifiques découvrent de nouvelles choses, et donc il n'est pas insensé de se dire que ça va continuer. Et par définition, ce sont des choses sur lesquelles on ne sait rien et sur lesquelles on ne peut rien affirmer. Mais si vous me dites qu'il existe là-bas, derrière les slides, au-delà de l'univers observable, un dragon rose qui parle kabyle, je vous dirai une fois de plus d'aller vous faire cuire un œuf d'autruche. Parce qu'un œuf d'autruche, ça prend un peu plus de temps à cuisiner, hein, donc ça va nous laisser à nous le temps de rester entre adultes et de discuter de sujets sérieux. Un exemple pratique, la théorie de la relativité générale d'Einstein en 1915 permettait de prédire l'existence des trous noirs. Si la théorie était exacte, alors on devait considérer ces objets comme potentiellement existants. On ne les avait pourtant pas mesurés, on ne les avait pas observés. Mais ils faisaient partie des phénomènes avec une haute probabilité d'existence. Il s'agissait quand même d'une existence hypothétique. C'est juste que l'hypothèse, elle est ultra solide et ultra robuste. On entre même dans la catégorie d'existence théorique. Théorique au sens de science, hein, tu sais, le machin sérieux là qui fait décoller des fusées. Pour les trous noirs, on pouvait quasiment dire ça existe en gros. Mais depuis les observations de 2019, je vous passe les détails, les trous noirs sont entrés dans le domaine de l'existence concrète. On les a observés. Ça existe. Désormais, pour nier leur existence, il ne suffit plus de trouver une théorie alternative meilleure que la relativité générale d'Einstein, dans laquelle il n'y aurait pas de trous noirs. Il faudra également que cette nouvelle théorie nous explique cette remarquable illusion de trou noir que nous avons dans les observations. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Donc en fonction de la nature de ce que vous supposerez en dehors de l'univers observable, je pourrai classer vos propositions et faire la distinction entre les différents niveaux de probabilité. En l'absence de raison claire de suspecter qu'un chimpanzé en costard habite le bureau de vos homologues italiens, je vais pas me contenter d'être agnostique de ce chimpanzé. Je n'ai pas de preuve que ce chimpanzé n'existe pas, mais je vais considérer qu'il n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Passons à la deuxième objection.
Il existerait des phénomènes qui traversent la réalité et qui attesteraient de l'existence de choses auxquelles je dis pourtant ne pas croire. Et là, nous allons avoir besoin d'apporter une nouvelle précision à la définition. J'ai dit que je considère comme existant les choses qui traversent ma réalité de façon mesurable et observable. Mais cela suppose également de pouvoir établir un lien indiscutable entre l'effet et la cause dont cet effet est censé révéler l'existence. Il ne suffit pas de dire « quand le dragon rose qui parle kabyle pleure, il pleut sur Terre », or nous voyons qu'il pleut sur Terre, donc le dragon rose qui parle kabyle existe. Mais ce serait trop hasardeux d'écarter le dragon rose juste parce que ça me paraît farfelu. Déjà ce serait dracophobe et même rosophobe, et vous me connaissez, c'est pas le genre de la maison. Je suis pas dracophobe, moi. Excusez-moi. J'ai une peluche de mouchou à la maison. Mon meilleur ami imaginaire, c'est Puff le dragon magique. On sent bien que l'argument est débile, c'est vrai, mais je veux pas juste me baser sur un ressenti. Je vais prendre au sérieux le dragon rose et vous expliquer pourquoi je ne retiens pas cette explication. C'est tout simplement le principe du rasoir d'Occam. Alors très rapidement, c'est pas du tout de privilégier l'hypothèse la plus simple comme on entend souvent. C'est de privilégier l'hypothèse qui invoque le moins de nouvelles questions. On appelle ça aussi le principe de parcimonie. Le cycle de l'eau, on le comprend déjà très bien. L'existence de la pluie est déjà expliquée. Les pleurs du dragon rose n'apportent que de nouveaux mystères. Quant à la matière en elle-même, nous savons qu'elle existe. Elle est là, point. Et oui, peut-être que la raison même de son existence est encore un mystère, le fameux pourquoi quelque chose plutôt que rien. C'est le X, l'inconnu de notre équation. Et remplacer ce X par un être transcendant, surnaturel et 10 000 fois plus mystérieux, ça ne répond pas à la question. Cela revient à déplacer le problème. De la difficulté d'expliquer l'origine d'un phénomène concret qui existe bel et bien, nous voilà désormais à devoir expliquer un phénomène infiniment plus complexe. Nous avons multiplié le problème au lieu de le résoudre. Et je vous arrête tout de suite, les gens qui iront dire qu'il y a des choses au-delà de la science que l'on ne peut pas mesurer, comme l'âme, l'amour, les énergies cosmiques, la magie ou je sais quoi. Alors je me sens toujours mal à l'aise quand je vois des adultes tenir ce genre de discours vraiment infantile et naïf. Il y a quand même un malaise là. Ah, il y a un malaise. Ces gens affirment l'existence de choses dont ils ont avoué qu'elles ne traversent pas leur réalité. Et par pitié, rangez-moi l'argument de la cosmologie, du calame, de la montre de Pélée, du réglage fin, etc., etc. Ce sont là d'autres sujets, pour toutes les preuves que vous allez apporter, hormis le fait qu'il serait trop long de les aborder ici, et qu'il sera toujours agréable pour moi de les démonter une par une dans d'autres vidéos. Laissez-moi juste vous dire que j'étais croyant, que je connais ces preuves, et que je suis maintenant athée. Ce qui veut dire que, à tort ou à raison, toutes vos preuves et tous vos indices de l'existence de Dieu ne font pas mieux pour moi que d'autres hypothèses plus prosaïques. D'autres hypothèses qui me suffisent à expliquer le monde qui m'entoure. Concernant la question de Dieu, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Et c'est ce que j'essaye de vous dire quand je vous rappelle que je considère que le Dieu déiste n'existe pas. Écoutez bien, je n'affirme pas prouver son inexistence, je n'affirme pas qu'il n'existe pas. Je considère qu'il n'existe pas. Je considère qu'il ne fait même pas partie des éléments que je peux inclure dans l'existence hypothétique. Autrement dit pour moi, il n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, alors moi j'ai hâte de récolter les commentaires complètement what the fuck et haineux et hors sujet que certains bigots extrémistes vont forcément me faire. J'ai hâte d'arpenter la forêt des commentaires tel un ermite des bois pour relever mes pièges et découvrir quel sera le dîner de ce soir. Vous savez combien nous ici sur la chaîne, on adore recycler la merde pour en faire du compost. Et ainsi on pourra, Bezrat Hashem, faire fructifier le saint algorithme Ishtab Barchemolad. Mine de rien, je me casse quand même pas mal le train à écrire, à structurer ma pensée pour qu'elle vous soit la plus limpide et pour que vous, croyants, vous puissiez comprendre notre manière de penser. Alors arrêtez sans arrêt de voir ça comme une attaque que vous devez réparer, parfois même sans réfléchir. Voyez ça plutôt comme un partage, une offrande pour votre édifice de pensée personnel, et c'est à vous de voir ce que vous en ferez. Alors, si vous souhaitez aider la chaîne, évidemment, le like, le partage, le commentaire et l'abonnement comme toujours. Et si vous en avez la possibilité et la volonté, il y a également le Ko-fi et le Tipeee. Vraiment, ça fait la différence. Et ça peut clairement avoir un impact concret sur le futur de la chaîne. Unpaid, ça veut dire pas payé.
en anglais. Pour le moment, il y a de plus en plus de donateurs, je les remercie du fond du cœur. Oh, merci! 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 Oh. Et ce soutien est vraiment précieux et aide à cette stabilité. Ce qui me permet de faire ce que j'aime, à savoir d'écrire et de proposer du contenu. Merci à tous, aux nouveaux comme aux anciens. Ça y est, on va bientôt atteindre la barre des 6000, c'est qu'une question de temps. Mais tout le monde sait qu'au fond, nous, les 6000, on s'en bat les couilles. Rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est les 6666, pour que notre chaîne, elle ait enfin de la gueule, quoi. Une chaîne à notre image. Je compte sur vous.